Je m'appelle Hélène Winfrey. J'ai 31 ans. Il y a 6 ans, à la veille de Noël, mon père s'est tenu devant 22 membres de ma famille, a lu la lettre d'acceptation de ma sœur jumelle Ayel comme un discours de victoire, puis a brandi le relevé de notes de mon collège communautaire et a dit « Voilà à quoi ressemble l'échec ». Je suis partie ce soir-là et je n'ai jamais regardé en arrière. Le mois dernier, ma sœur Rebecca m'a trouvée à mon bureau. Elle tremblait, tenant son diplôme de Yale coupé en deux et un dossier de vieux courriel. Elle n'a pas dit grand-chose au début. Elle m'a juste regardé et m'a dit « Tout ce que nous pensions savoir sur cette nuit-là était un mensonge. » Ils pensaient savoir quelle fille avait réussi et laquelle avait échoué. Ils se sont trompés. C'est ce qui s'est passé lorsque l'enfant chéri a apporté la vérité au bouc émissaire. Avant que je ne vous raconte ce qu'il y avait vraiment dans ce dossier de mai et ce que ma sœur a dit ensuite. Prenez le temps d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Mais seulement si vous avez déjà été comparé, jugé ou si on vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez dans votre propre famille. Indiquez dans les commentaires l'endroit où vous vous trouvez et l'heure locale à laquelle vous écoutez la vidéo. Je veux savoir qui est assis avec moi ce soir pendant que cette histoire se déroule. Revenons à la veille de Noël 2019. J'avais 24 ans, j'étais dans le salon de mes parents avec un verre de vin rouge auquel je n'avais pas touché, et je regardais mon père installer son fauteuil en cuir au centre de la pièce comme un trône. 22 membres de la famille remplissaient l'espace, des tantes, des oncles, des cousins, des gens que j'avais connus toute ma vie. L'énergie était différente ce soir-là. Formelle. Une mise en scène. Ma sœur jumelle Rebecca était assise sur le canapé. Les mains tellement serrées que ses jointures étaient blanches. Elle ne voulait pas me regarder. Cela aurait dû être mon premier avertissement. J'étais arrivée en retard, délibérément. Je savais que quelque chose se préparait. Mon père avait appelé 3 fois cette semaine-là pour insister sur ma présence, ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, il préférait que je ne vienne pas aux événements familiaux. Cela simplifiait les choses. Mais il avait insisté cette fois-ci, et la voix de ma mère au deuxième appel avait ce tremblement particulier qui signifiait « S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles ». Alors je suis venue. J'ai posé mon manteau sur le porte-manteau et j'ai remarqué la photo sur la cheminée, un nouveau cadre, un emplacement bien visible, Rebecca sur le campus de Yale pendant sa tournée, souriant devant un bâtiment historique. Le cadre avait l'air cher. Tout ce qui se trouvait dans la maison de mes parents avait l'air cher. Mais c'était différent. C'était délibéré. « Hélène, tu es en retard », dit mon père sans me regarder. « Tout le monde attend. Assieds-toi. » Là-bas, près de la fenêtre. La chaise qu'il désignait était isolée, loin de la chaleur de la cheminée, loin de l'étroitesse de la famille. Je me suis quand même assise. J'étais douée pour m'asseoir à l'endroit désigné pour l'échec. Mon père s'est installé sur son trône, a ajusté ses lunettes de lecture et a attiré l'attention avec le genre de voix qu'il utilisait dans ses cours à l'université de Columbia. Tout le monde s'est tu. Le cousin Jérémy posa son verre. Et la tante Patricia s'est arrêtée au milieu de sa conversation. Même les enfants ont senti que quelque chose d'important se passait. Je veux partager quelque chose avec cette famille ce soir, a commencé mon père. Il s'agit de la différence entre viser la grandeur et se contenter du confort. Les choix qui nous définissent. Il a fait une pause. Laissez-vous imprégner par cela. Rebecca. Veux-tu te lever? Ma sœur s'est levée. Elle avait l'air d'être malade. Mon père a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une lettre. Pas n'importe quelle lettre, une lettre d'acceptation à Yale, soigneusement conservée dans une pochette de protection. Le papier avait été plastifié. Je pouvais le voir de l'autre côté de la pièce, captant la lumière. Il l'avait conservée comme une relique sacrée. Je vais la lire à haute voix, a-t-il dit, parce que je veux que cette famille comprenne à quoi ressemble l'excellence. Et il l'a lue, toute la lettre, pas un résumé, chaque mot. Chère Madame Winfrey, c'est avec grand plaisir que nous vous offrons l'admission à l'école de politique publique de Yale, promotion 2020. Sa voix a traversé la salle, savourant chaque phrase. Les gens applaudissaient par intervalles. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir en papier. Le sourire de Rebecca semblait avoir été gravé au couteau sur son visage. J'ai serré mon verre de vin plus fort et j'ai essayé d'avoir l'air heureux pour ma sœur. J'ai essayé d'être la personne qui pouvait célébrer la réussite de quelqu'un d'autre sans sentir le poids de la comparaison m'écraser sur le tapis perçant hors de prix. Mais mon père n'avait pas fini.
Tu as entendu ça, dit-il en me regardant directement tout en continuant à s'adresser à la salle. C'est un grand plaisir parce que Rebecca a compris ce qu'il fallait faire. Elle a compris que le succès exige des sacrifices, de l'engagement. Elle n'a pas choisi la voie de la facilité. La voie de la facilité. Je savais ce qui m'attendait. Il a de nouveau fouillé dans sa veste et en a sorti un autre document plastifié. Je l'ai reconnu immédiatement. Mon relevé de notes du Portland Community College. De 2013 à 2015. 6 ans d'âge. J'avais aussi une licence de l'Université d'État de Portland, obtenue en 2017. Mais il ne l'avait pas dans la main. Je veux te montrer autre chose, a dit mon père en tenant les deux documents côte à côte. Un contraste, si vous voulez. Ceci, a-t-il montré la lettre de Rebecca à Yale, c'est ce qui arrive quand on poursuit l'excellence, et ceci, a-t-il montré mon relevé de notes de l'université, c'est ce qui arrive quand on abandonne avant d'avoir commencé. La salle est devenue silencieuse, le genre de silence qui ressemble à une pression physique. Hélène, dit-il, s'adressant enfin directement à moi. Dites-le à tout le monde. Quel était votre plan après cela? Quelle grandeur recherchiez-vous? J'aurais pu dire. J'ai obtenu ma licence. Je travaille dans le marketing. J'ai postulé à des programmes de maîtrise. Je suis en train de construire quelque chose de concret. Mais je savais que cela n'aurait pas d'importance. Il avait déjà décidé de l'histoire qu'il allait raconter. J'étais la mise en garde. Rebecca était le triomphe. Le scénario était écrit. Je n'ai pas répondu. Associat Inar, a-t-il lu sur mon relevé de notes, la voix dégoulinante de déception. 2 ans, Portland Community College. Il s'est retourné pour me faire face. Tu sais ce qui me fait le plus mal, tu avais du potentiel, mais tu as choisi la voie de la moindre résistance. Tu as préféré le confort au défi. Et maintenant, regarde la différence. Le cousin Jérémy regardait fixement son assiette. Tante Patricia avait les larmes aux yeux. Je n'arrive pas à savoir si c'est pour moi ou à cause d'une gêne indirecte. Ma mère se leva à moitié de son siège. Christopher, dit-elle doucement. Nous devrions peut-être la laisser partir. Mon père lui fit signe de partir, elle n'est même pas capable d'assister à un dîner de famille quand la conversation ne porte pas sur elle. Mais j'étais déjà debout. J'ai posé mon verre de vin sur la table d'appoint avec beaucoup de soin et de précision. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surpris. Je me suis dirigé vers le porte-manteau, j'ai enfilé ma veste et je me suis dirigé vers la porte. Et la voix de mon père m'a suivi. Voilà à quoi ressemble l'échec, incapable de faire face à ce qu'elle est. J'ai ouvert la porte. La neige avait commencé à tomber pendant que nous étions à l'intérieur, épaisse et silencieuse. Le froid a frappé mon visage comme une clarté. Par la fenêtre, je pouvais voir mon père parler encore, faire des gestes avec ses documents plastifiés. Rebecca était toujours figée sur le canapé. Certains membres de la famille regardaient la porte. D'autres regardaient ailleurs. Alors que je me dirigeais vers ma voiture. J'ai croisé le regard de Rebecca à travers la fenêtre. Juste une seconde. Elle pleurait. Mais elle n'a pas bougé. Elle n'a pas suivi. Elle ne m'a pas défendu. J'ai conduit pendant exactement 1 kilomètre avant de devoir m'arrêter. Pas parce que je pleurais. Je ne pleurais pas. Parce que j'avais besoin de m'asseoir dans le silence et de comprendre ce qui venait de se passer. Mon téléphone a commencé à sonner. Maman, tante Patricia, cousin Jérémy. Je l'ai éteint. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking d'une épicerie, regardant la neige s'accumuler sur le pare-brise, et j'ai pensé, j'en ai fini. Pas en colère. Pas. Je vais leur montrer que j'ai fini. Juste fini. Le genre de choses où l'on arrête enfin d'attendre que les gens nous voient clairement et où l'on décide de disparaître à la place. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je n'ai ouvert aucun des cadeaux de Noël que j'avais ramenés de chez mes parents des mois plus tôt. Ils sont restés dans un coin de mon appartement, emballés et intacts, comme des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. Le jour de Noël. Je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai fait des recherches sur la façon de disparaître. Pas de façon spectaculaire. Je ne fuyais pas la loi ou quoi que ce soit de cinématographique. Simplement, s'extraire proprement d'une famille qui a décidé que vous étiez l'échec de son histoire. Changer de numéro de téléphone.
Possible. Bloquer tous les médias sociaux. Facile. Déménager dans une autre ville. Mon bail s'est terminé en février. Couper complètement le contact. C'est faisable. J'ai fait des listes. Ce que je possédais et ce dont j'avais besoin. Où je pouvais aller. Portland, dans l'Oregon, revenait sans cesse dans mes recherches d'emploi, entreprise technologique, société de marketing, coût de la vie décent, suffisamment éloigné de la côte pour que les visites surprises soient impossibles. Mon téléphone était toujours éteint. Lorsque je l'ai finalement allumé le 26 décembre, j'avais 23 messages. La plupart de maman. 3 de Rebecca. Un d'un cousin qui me demandait si j'allais bien. Les messages de Rebecca disaient des variations de la même chose. Je suis désolée. S'il vous plaît, appelez-moi. Dieu m'a fait faire ça. Je ne savais pas qu'il le ferait. S'il vous plaît. Je les ai lus. Je les ai effacés. Je n'ai pas répondu. Et la semaine entre Noël et le Nouvel An, j'ai donné mon congé à mon travail de marketing. J'ai dit à mon propriétaire que je ne renouvellerai pas mon bail. J'ai postulé à des postes à Portland, Austin, Seattle, partout où je n'étais pas ici. J'ai agi de manière tout à fait normale au travail. J'ai souri à la machine à café. J'ai parlé des projets du Nouvel An comme si j'en avais. Ma mère n'arrêtait pas d'appeler. Je lui ai envoyé un message. Je vais bien. Besoin d'espace. Elle a répondu par des paragraphes. Explication. Ton père essayait de te motiver. Il t'aime. La famille est compliquée. S'il vous plaît. Venez au dîner du Nouvel An. Je n'ai pas répondu. Le 30 décembre, Rebecca a appelé d'un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai répondu par hasard. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un rappel pour un emploi. Hélène, s'il te plaît, j'ai besoin de... J'ai raccroché. J'ai également bloqué ce numéro. La veille du Nouvel An, j'ai écrit un dernier message à ma mère. J'ai attendu 23h59, j'ai regardé le compte à rebours à la télévision et j'ai appuyé sur envoyer à minuit pile, alors que les feux d'artifice commençaient à retentir devant ma fenêtre. Je t'aime, mais je ne peux plus faire partie de cette famille. Ce que papa a fait n'avait rien à voir avec l'éducation ou l'excellence. C'était de la cruauté. Tu as regardé ce qui s'est passé. Je vais m'en sortir. Ne me cherche pas. Message transmis. J'ai éteint mon ancien téléphone, j'ai retiré la carte SIM, je l'ai cassée en deux avec des ciseaux et j'ai jeté les morceaux à la poubelle. Mon nouveau téléphone est resté sur la table. Complètement vide. Pas de contact, pas d'historique, pas de famille. J'ai ouvert mon courrier électronique une dernière fois avant de fermer ce compte également. L'email de Rebecca datant de la nuit de Noël était toujours là, non lu. L'objet du message, laissez-moi vous expliquer. La prévisualisation montrait la première ligne. Tu ne comprends pas ce qui s'est vraiment passé avec. Mon doigt a survolé le bouton d'effacement. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable sans le lire. Je n'avais pas besoin de comprendre. J'avais besoin de partir. Dehors, les gens faisaient la fête. Des feux d'artifice, des acclamations. Le monde basculait en 2020, plein de promesses et de possibilités. J'ai fait mon premier carton, 36 jours avant de pouvoir repartir. J'ai atterri à Portland, dans l'Oregon, le 1er février 2020, avec 2 valises, un carton de livres et $2147 sur mon compte en banque. J'avais trouvé un studio en ligne, à $1150 par mois. Ce qui était plus que ce que je voulais dépenser, mais moins que les prix pratiqués sur la côte. L'endroit était petit, mais bien éclairé. J'ai trouvé un emploi en 2 semaines. Coordinateur de contenu dans une start-up de technologie éducative, $42 000 par an. Ce n'est pas impressionnant selon les critères de la Silicon Valley, mais c'était le mien. Pas de relation familiale, pas de népotisme, juste mon CV et un entretien décent. Puis la pandémie a frappé. En mars 2020, le monde s'est arrêté. La vie de la plupart des gens s'est effondrée. Pas la mienne. Mon entreprise s'est orientée vers les plateformes d'apprentissage à distance. Soudain, nous avons été submergés par la demande. J'y travaillais 60 heures par semaine depuis mon studio, l'ordinateur portable sur la table de la cuisine, le matelas toujours sur le sol parce que je n'avais pas eu le temps d'acheter un cadre de lit, mais j'étais douée.
Le travail, je veux dire. Élaborer des stratégies de contenu. Gérer des communications de crise, coordonner des lancements de produits dans des délais impossibles. Alors que d'autres membres de mon équipe craquaient sous la pression, je m'épanouissais, peut-être parce que j'avais eu l'occasion de partir de rien. En avril 2020, ma patronne, Jennifer, une femme épuisée qui essayait de gérer une entreprise en s'occupant de ses 2 enfants à la maison, m'a convoqué à un appel vidéo. Je ne sais pas comment vous faites pour gérer cette charge de travail, m'a-t-elle dit. Tous les autres se noient. Je lui ai répondu que j'avais l'habitude de partir de rien. Elle m'a promu directeur du marketing en juin 2021, à $67 000 par an. J'ai également fait quelque chose d'autre en 2020. Quelque chose auquel je pensais depuis la veille de Noël. Je me suis inscrite à un programme de licence en ligne à l'Université d'État de Portland. J'étais déjà titulaire d'un diplôme d'associé obtenu dans un community college et d'une licence obtenue dans le même établissement, mais je voulais me prouver que je pouvais continuer à progresser. L'éducation n'est pas une question de point de départ, mais de destination. Attendez, je dois préciser quelque chose, car la chronologie est importante. J'avais obtenu mon baccalauréat en 2017, 2 ans avant Noël. Université d'État de Portland, licence de lettres. J'avais travaillé dur pour l'obtenir, en transférant des crédits du community college, en prenant des cours supplémentaires, en obtenant mon diplôme en 2 ans au lieu des 2 années supplémentaires habituelles après un diplôme d'associé. Mon père n'a pas assisté à ma remise de diplôme, ne l'a pas reconnu. N'a pas encadré ce diplôme. Lorsqu'il a brandi le relevé de notes de l'université locale la veille de Noël 2019, il a délibérément choisi un document vieux de 6 ans. Il a ignoré le baccalauréat que j'avais obtenu parce qu'il ne correspondait pas à son récit. C'est ce détail qu'il faut que vous compreniez. Il ne m'a pas comparé à Rebecca Fairley. Il a comparé mon ancien relevé de notes de l'université locale à sa lettre d'acceptation à Yale. Il a effacé 2 ans de mes réalisations pour faire valoir son point de vue. Quoi qu'il en soit, à Portland, j'ai continué à construire. Mon travail était exigeant, mais stable. Je n'avais pas de vie sociale, par choix. Tous les soirs, c'était la même chose. Travail, cours en ligne, sommeil, répétition. Mais je construisais quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. J'ai obtenu mon master en politique de l'éducation en 2023. En ligne, dans une université d'État, tout en travaillant à temps plein. Pas Yale, pas l'Ivy League. Mais la vraie. Chaque crédit, chaque nuit, chaque appoint. J'ai traversé l'estrade seule. Pas de famille dans le public. J'ai pris ma propre photo de fin d'études avec un minuteur. Ce diplôme est accroché dans mon appartement. Pas de plastification, juste le vrai. En 2023, j'ai fait un changement de carrière latérale qui a tout changé. Une petite université d'arts libéraux de Portland recrutait pour son bureau des affaires étudiantes. Et la description du poste aurait pu être écrite à mon sujet, pour soutenir les étudiants non traditionnels, les étudiants de première génération, les personnes empruntant des voies alternatives. J'ai obtenu le poste et j'ai été exceptionnel dans mon travail. J'ai créé des programmes pour des étudiants comme moi, des étudiants transférés d'un collège communautaire, des apprenants adultes. Des personnes qui ne correspondaient pas au modèle traditionnel des 4 années d'études après le lycée. Les taux de rétention dans mes programmes ont augmenté de 34% la première année. Un jour, un étudiant est venu dans mon bureau en pleurant. Mes parents me disent que je perds mon temps en commençant par l'université communautaire, a-t-elle déclaré. Voulez-vous entendre ce que mon père a dit à propos de mon diplôme de l'université communautaire ? Lui ai-je demandé. Quoi ? Ça n'a pas d'importance parce que je suis ici maintenant et que je n'ai pas eu besoin de sa permission. Elle s'est arrêtée de pleurer. En 2024, j'étais doyen adjoint des affaires étudiantes, début 2025, doyen associé. Salaire ? $89 000. J'ai également commencé un programme de doctorat à temps partiel axé sur les parcours alternatifs dans l'enseignement supérieur. Puis il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai remporté un prix national pour un programme de rétention innovant et j'ai été invité à prendre la parole lors de conférences. Une personne de Forbes a vu mon travail et m'a demandé si je voulais faire partie de la liste des 30 under 30 éducation, 30 de moins de 30 ans dans l'éducation. C'est ce que j'ai fait. J'ai été retenu. En janvier 2025, mon visage figurait sur le site web de Forbes sous la rubrique Éducation Innovator, innovateur dans le domaine de l'éducation. L'article disait, Hélène Winfrey, 29 ans,
redéfinit ce qu'est la réussite dans l'enseignement supérieur en prouvant que l'université communautaire n'est pas un prix de consolation, mais un choix stratégique. C'est un choix stratégique. J'ai imprimé cet article, je ne l'ai pas encadré. Je l'ai simplement laissé sur mon bureau pour qu'il soit visible. En octobre 2025, j'ai prononcé un discours lors d'une conférence nationale. 200 professionnels de l'éducation étaient présents. J'ai dit, ils m'ont dit que les collèges communautaires étaient un échec. Je suis ici pour vous dire que c'était la liberté. La liberté d'apprendre à ma façon, d'échouer sans jugement et de construire des fondations qui étaient vraiment les miennes. Standing ovation. Après la conférence, mon ancien mentor du Community College, le professeur qui m'avait encouragé à m'inscrire à Portland State, m'a envoyé un message. J'ai toujours su que tu étais extraordinaire. Je suis fier de toi. J'ai pleuré en lisant cela. C'est la première fois que je pleure sur tout cela depuis des années, mais j'ai également reçu un message LinkedIn cette semaine-là qui m'a fait trembler les mains. Et elle provenait d'un cousin éloigné, quelqu'un qui portait le nom de famille Winfrey, mais qui n'était pas de la famille proche. Je t'ai vu sur la liste Forbes, je suis fier de toi. Votre famille vous cherche. Dois-je leur dire? J'ai regardé ce message pendant 3 jours, puis j'ai répondu. Non. Février 2026. J'avais 30 ans, à 5 jours de mes 31 ans. Ma vie était devenue quelque chose dont je pouvais être fier. J'avais des amis, des vrais, Claire, une infirmière qui travaillait de nuit et s'arrêtait chez moi pour prendre un café en rentrant de sa garde, Marcus, le serveur de mon café habituel qui connaissait ma commande par cœur, Jordan, quelqu'un que je fréquentais depuis environ 8 mois, lentement et prudemment, parce que j'apprenais encore à laisser les gens entrer dans ma vie. J'avais mon travail, mes étudiants, mes recherches. J. avait construit une vie que mon père disait impossible. Le 21 février 2026, je suis entré dans mon bureau à 8h15, un café dans une main, une sacoche dans l'autre. Jerry, l'agent de sécurité, m'a fait signe de passer. Bonjour, docteur Winfrey. Une visiteuse vous attend, dit-il. Elle a dit qu'elle était de la famille. Je me suis arrêté. De la famille? Je pouvais attendre dans le hall, mais elle voulait rester dehors. Elle avait l'air bouleversée. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, mais ma voix est restée stable. Merci, Jerry. Je suis sortie et je l'ai vue, Rebecca, à 10 mètres de moi, portant un manteau que j'avais reconnu il y a des années, avant. Elle avait l'air différente, plus mince, plus âgée, épuisée. Elle tenait un dossier. J'ai arrêté de marcher. Elle a levé les yeux, m'a vu, et quelque chose s'est brisé sur son visage. Hélène, dit-elle, la voix brisée. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai gardé une voix neutre, ni hostile, ni chaleureuse, juste réservée. Elle a brandi le dossier. Ses mains tremblaient tellement que les papiers s'entrechoquaient. Je dois te montrer quelque chose, dit-elle. À propos de Yale, de la raison de ma présence ici. De ce que papa nous a fait à tous les deux. Le monde bascula légèrement. Le monde a légèrement basculé. J'ai dit, est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? S'il te plaît. Je te cherche depuis un mois. J'ai pris l'avion depuis Washington. Elle a légèrement ouvert le dossier. Je pouvais voir des papiers à l'intérieur. Des documents. J'ai des preuves. J'aurais dû dire non. J'aurais dû m'en aller tout de suite. Mais quelque chose dans son visage m'a arrêté. Ce n'était pas la Rebecca de Noël 2019, figée et complice sur le canapé. C'était quelqu'un qui avait l'air de porter quelque chose de lourd depuis très longtemps et qui n'en pouvait plus. 5 minutes, ai-je dit. Ensuite, j'appelle la sécurité. Nous sommes entrés. Mon bureau était au 3e étage. Nous avons pris l'ascenseur en silence. Rebecca a regardé le sol. Je regardais les chiffres grimper. Lorsque nous sommes arrivés à mon bureau. J'ai déverrouillé la porte, lui ai fait signe d'entrer et les refermer derrière nous. Je l'ai verrouillée et me suis tournée vers elle. Mon bureau était chaleureux, il y avait des livres partout, des plantes qui poussaient sur le rebord de la fenêtre, des notes de remerciements d'étudiants épinglées sur un tableau, mes diplômes sur le mur, collège communautaire, licence, maîtrise,
Un article de Forbes dans un cadre que quelqu'un m'avait offert. Des récompenses, la preuve d'une vie construite. Rebecca regarde autour d'elle comme si elle voyait quelque chose d'impossible. Vous devez me donner plus de 5 minutes, a-t-elle dit. S'il vous plaît, vous avez 5 minutes, ai-je répété. Ensuite, vous partez. Vous avez été accepté à Yale. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? Printemps 2018. Tu as été accepté. Bourse complète. Papa a intercepté la lettre. Il a imité ta signature pour refuser. Je suis restée immobile. Ce n'est pas possible. Rebecca a sorti les documents du dossier avec des mains tremblantes. Elle les a posés sur mon bureau. 2 lettres. Côte à côte. Toutes 2 des acceptations de l'école de politique publique de Yale. Toutes 2 datées du 15 mars 2018. L'une adressée à Hélène Winfrey. L'autre adressée à Rebecca Winfrey. Ma main s'est tendue lentement, a touché mon nom sur le papier. Mars 2018, a dit Rebecca, la voix pressée maintenant. Nous avons toutes les 2 postulé à leur programme de master après avoir terminé nos licences. Tu as été acceptée. J'ai été mise sur liste d'attente. Papa. Il a intercepté ta lettre dans la boîte aux lettres. Il a des courriels. Il a tout planifié. Il a imité ta signature sur le formulaire de refus. Il a manipulé les documents. Il a donné mon nom à ton acceptation. J'ai pris la lettre avec mon nom. Je l'ai lue. Chère Madame Hélène Winfrey, c'est avec grand plaisir que nous vous offrons l'admission à l'école de politique publique de Yale, programme de maîtrise en politique publique, promotion 2020. Nous avons le plaisir de vous attribuer la bourse de mérite du doyen, qui couvre la totalité des frais de scolarité pour les 2 années d'études. Frais de scolarité complets, bourse de mérite. Ma vision se brouille. Où as-tu trouvé ça? Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Dans son bureau, dans un tiroir fermé à clé. Le mois dernier, je l'aidais à déménager et j'ai trouvé Hélène. Il y a 47 emails. Il a tout documenté. Il pensait créer une assurance pour prouver qu'il l'avait fait pour les bonnes raisons. Il a gardé les 2 lettres. Et elle a tout gardé. Elle a sorti d'autres documents, des impressions de mai, l'écriture de papa sur des notes, des captures d'écran de portail, une chronologie. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de bureau. Bourse complète, ai-je dit à voix basse. J'y serais allé gratuitement. Je sais. Il a payé 160 000 $ pour mon diplôme en 2 ans. Le diplôme pour lequel tu as obtenu une bourse. J'ai levé les yeux vers elle. Tu le savais. Pendant toutes ces années? Non. Jusqu'en janvier. J'ai passé 8 ans à souffrir du syndrome de l'imposteur, à penser que quelque chose n'allait pas, à avoir l'impression de ne pas être à ma place à Yale, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que c'était parce que je vivais littéralement ta vie. Elle a sorti quelque chose d'autre? Une pochette en plastique transparent contenant des morceaux de papier déchirés. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Mon diplôme de Yale. Je l'ai déchiré quand je l'ai appris. C'est le tien. Il a toujours été censé être le tien. J'ai pris la pochette, j'ai regardé les morceaux déchirés. Rebecca Winfrey, maîtrise en politique publique. Je l'ai détruite, a-t-elle chuchoté. Parce que ce n'est pas le mien. Chaque crédit que j'ai obtenu là-bas a été construit sur le vol. J'ai posé le diplôme déchiré. J'ai pris l'imprimé d'un courriel et je l'ai lu. Les mots de mon père. Hélène aurait gaspillé cette opportunité. Rebecca la mérite davantage. Elle l'utilisera à bon escient. Je l'ai relu. Puis j'ai lu un autre courriel. Et encore un autre. 47 minutes se sont écoulées. Nous avons passé en revue chaque élément de preuve. Rebecca a répondu avec précision à chacune de mes questions. Journaux d'accès au portail montrant l'adresse IP de papa. Fausse signature comparée à ma vraie signature. Reçu de virement bancaire. À un moment donné, je me suis levée si vite que ma chaise a heurté le mur. J'ai collé de la colle à la fenêtre. Je me suis mis les mains dans les cheveux. Vous comprenez ce qu'il a pris? Ma voix tremblait maintenant. Pas seulement Yale, tout. Ce Noël,
quand il a brandi mon relevé de notes de l'université et l'a comparé à ta lettre de Yale. Il me comparait à moi-même, point à ma propre acceptation qu'il a volée et qu'il t'a donnée. L'humiliation ne concernait pas la communauté. Il s'agissait de m'effacer et de me remplacer par toi. Je sais, dit Rebecca. Je sais, et je suis si, tu ne sais pas. Je me suis retournée contre elle. Tu dois être le succès. Même maintenant, même en sachant qu'il a été volé, tu as passé 8 ans à être l'élu. Et 8 ans de noyade. Rebecca s'est levée aussi. 8 ans de crise de panique, de médicaments contre l'anxiété, de sentiments d'imposture sans savoir pourquoi. Je vivais votre vie volée et cela me détruisait de l'intérieur. Nous nous sommes regardés fixement. Puis j'ai tapé du poing sur le bureau. J'ai laissé une bosse dans le bois. La tasse de café a sauté et s'est renversée. Quelqu'un a frappé à la porte. Docteur Winfrey, tout va bien? Je vais bien, virgule. Ai-je dit. Ma voix n'allait pas bien. Rebecca et moi sommes restées silencieuses pendant que le café se répandait sur mon bureau. Elle a regardé mes mains. Vous tremblez? Oui. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Hélène, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Mais j'en ai profité quand même. J'ai vécu 8 ans comme l'enfant en or pendant que tu étais exilée pour avoir été l'échec. Et le pire, c'est que tu n'as jamais été l'échec. Tu l'as mérité, point tout. L'acceptation, la bourse, le succès, et il l'a pris et me l'a donné comme si j'étais plus méritant. Je me suis assise. Tout en moi se sentait vide. Pourquoi es-tu ici, ai-je finalement demandé. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que tu mérites de connaître la vérité? Et parce que j'ai besoin de savoir s'il y a un moyen d'arranger les choses. Il n'y en a pas. Alors je dois t'aider à le signaler. J'ai des preuves. Je témoignerai. Si cela signifie perdre mon diplôme de Yale. Très bien. Il aurait dû être le vôtre de toute façon. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ce n'était pas la sœur dont je me souvenais. C'était quelqu'un qui avait fait un choix. Qu'est-ce que tu attends de moi, ai-je demandé. Rien. Je ne veux rien, sauf que tu saches la vérité. C'est des conneries. Personne ne se présente après 6 ans avec une telle bombe et ne veut rien. Le visage de Rebecca s'est décomposé. Très bien. Je veux retrouver ma sœur. Je veux la personne à côté de laquelle j'étais censée grandir au lieu d'être en compétition avec elle. Je veux que 6 années de silence prennent fin. Mais je sais que ce n'est pas à toi de me le donner. Non, virgule. Ai-je dit calmement. Ce n'est pas le cas. Alors je me contenterai que tu connaisses la vérité et que tu décides quoi en faire. Si dénoncer papa signifie que je perds tout, je l'accepterai. Parce que ça? Elle a fait un geste vers les preuves étalées sur mon bureau. C'est pire que de perdre un diplôme. C'est savoir que j'ai été une arme utilisée contre ma propre sœur. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé Portland en février. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. J'ai besoin de digérer tout ça. Vous ne pouvez pas faire exploser mon passé et attendre une réponse immédiate. Je sais. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je me suis retournée. Est-ce que j'avais le choix? Oui. Vous auriez pu appeler la sécurité et ma personne soignée. C'est vrai. Elle a rassemblé les papiers et a commencé à les remettre dans le dossier. Attendez, dis-je. Le diplôme? Les morceaux déchirés. C'est le vôtre. Je n'en veux pas. C'est toi qui as fait le travail, fraude ou pas. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai regardé les morceaux de papier déchirés. On le laisse. Je ne sais pas encore. Rebecca se tenait à ma porte. Hélène, j'ai levé les yeux. Pour ce que ça vaut, dit-elle, tout ce que j'ai vu cette semaine vous regarde. Tes élèves qui t'aiment, tes collègues qui te respectent, ce bureau, tes réalisations. Vous avez construit quelque chose que papa disait impossible. Vous avez gagné de toute façon. Il n'aurait pas dû y avoir de compétition, ai-je dit. Non, a-t-elle acquiescé. Ça n'aurait pas dû l'être. Mais tu as toujours été le plus fort.
J'aurais aimé avoir le courage de te le dire avant qu'il ne nous fasse nous détester. Elle est partie. Je suis restée seule dans mon bureau, les preuves d'une vie volée s'étalant sur le sol, des morceaux de diplôme déchirés au centre. Mon téléphone a sonné. Un étudiant avait un rendez-vous. Je l'ai renvoyé sur la boîte vocale. C'était la première fois en 6 ans que je manquais une réunion d'étudiants. Je me suis assise par terre et j'ai regardé mon nom sur une lettre d'acceptation que je n'avais jamais vue. Bourse d'études à taux plein, Yale School of Public Policy, promotion 2020, l'acceptation qui était la mienne. Ce soir-là, je ne suis rentrée chez moi qu'après 11 heures. J'ai rassemblé toutes les preuves que Rebecca avait laissées, les ai mises en ordre et les ai apportées dans mon appartement, je les ai étalées sur ma table à manger et j'ai commencé à lire. Courriel numéro 1, 12 mars 2018. Yale à Christopher Winfrey. Au bon soin d'Hélène Winfrey. Félicitations, votre fille a été acceptée. 7e courriel, 13 mars 2018. Papa à lui-même. Problème, Hélène a été acceptée. Rebecca est sur la liste d'attente. Solution, ajuster la narration. Courriel numéro 15, 14 mars 2018. Papa à Yale. Support informatique. Se présente comme un père inquiet. Ma fille Hélène pourrait avoir des problèmes d'accès à son compte. Courriel numéro 23, 18 mars 2018. Papa a un contact anonyme. J'ai besoin d'un PDF modifié à des fins de dossier familial. Courriel numéro 31, 19 mars 2018. Formulaire de refus soumis sous l'accès au portail d'Hélène. Elle ne saura jamais qu'elle a été acceptée. Courriel numéro 47, 23 mars 2018. Papa à lui-même, sujet, assurance. Conservez la lettre d'acceptation originale comme preuve. J'ai fait cela pour les bonnes raisons. Je les ai tous lus, sans exception. Puis j'ai appelé quelqu'un que j'avais rencontré il y a des années par l'intermédiaire de mon mentor du collège communautaire, Terry Morrison, un avocat spécialisé dans le droit de l'éducation qui se spécialisait exactement dans ce type de CAS. Il était 23h47. J'ai envoyé un courriel, besoin d'une consultation sur la fraude à l'admission des diplômés, victimes et non-auteurs. Pouvez-vous m'appeler demain? La réponse m'est parvenue à 23h52. Mon bureau, à 9h, sans frais. Le bureau de Terry Morrison est exactement ce que l'on attend d'une avocate qui s'est battue pour suivre des cours du soir tout en travaillant à plein temps. Les murs sont couverts de victoires encadrées, la plupart concernant des étudiants issus de milieux marginalisés. Elle avait la soixantaine, l'œil vif et n'acceptait aucune connerie. Elle a examiné mes preuves en silence pendant 45 minutes. Je me suis assis en face de son bureau et j'ai regardé son visage ne rien laisser paraître. Finalement, elle m'a dit, il s'agit d'une fraude de manuel scolaire, d'une usurpation d'identité, d'une falsification, d'une faute professionnelle. Le délai de prescription est compliqué, mais nous pouvons monter un dossier. Quelles sont mes options? Que voulez-vous, des poursuites pénales, des poursuites civiles, une responsabilité institutionnelle? J'ai réfléchi. Je veux qu'ils subissent les conséquences, pas pour la vengeance. Pour la vérité. Cela ne s'exclut pas mutuellement, mais vous devez être clair. Cette affaire sera publique. Votre nom sera attaché. Le nom de votre sœur. La fraude fera la une des journaux. Ma sœur a déjà déchiré son diplôme. Elle est prête. Terry s'est adossé à sa chaise. Votre père est professeur titulaire à Columbia. Si l'affaire est rendue publique, sa carrière prendra fin. Il est possible qu'il fasse l'objet de poursuites pénales. Le diplôme de Yale de votre sœur pourrait être révoqué rétroactivement. Êtes-vous prête à faire face à ces retombées? Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Alors montons le dossier. Nous avons passé les 3 jours suivants à tout organiser en dossier de plainte officielle. Terry en a rédigé les termes, j'en ai précisé les détails. Rebecca est revenue à Portland et a travaillé avec nous, ajoutant ses propres preuves. Sa conversation téléphonique enregistrée avec papa, où il admettait tout. 3 dossiers distincts. Le premier. Le Bureau de l'intégrité des admissions de l'Université de Yale, enquête sur l'admission frauduleuse, la falsification de documents et la violation des politiques d'admission. Deuxièmement, le Bureau des affaires professorales de l'Université de Columbia, qui signale des fautes commises par des enseignants,
Des abus de confiance institutionnelle et des vols d'identité impliquant des étudiants. Troisièmement, le bureau du procureur, pour des accusations potentielles de fraude criminelle. Terry a déclaré qu'il s'agissait d'un dossier à long terme, mais qu'il valait la peine d'être déposé. Le 24 février, le dossier était prêt. C'est aussi ce jour-là que j'ai appelé ma mère pour la première fois en 6 ans. J'avais gardé son numéro bloqué pendant tout ce temps. Je l'ai débloqué et j'ai composé le numéro. Elle a répondu dès la première sonnerie. Hélène, sa voix a brisé le long silence autour de mon nom. J'ai besoin de te demander quelque chose à propos de Noël 2019, ai-je dit. Quelque chose, saviez-vous à propos de Yale, la pause m'a tout dit. Pas à ce moment-là, dit-elle finalement. Je l'ai découvert en 2021. J'ai découvert les courriels quand ton père et moi nous sommes séparés. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment te trouver. Je n'ai pas essayé assez fort. J'ai été lâche. Tu as dit que j'aurais dû le faire toute ma vie, maman. Ça n'a jamais rien changé. Tu as raison. Je suis désolée. Savais-tu ce qu'il préparait pour Noël? L'humiliation publique? Il m'a dit qu'il voulait célébrer la réussite de Rebecca. Je ne savais pas que ce serait le cas. Ça. J'aurais dû l'arrêter. C'est encore ça. J'aurais dû. Silence de son côté. Rebecca a dit qu'elle t'avait trouvé, dit maman avec précaution. Qu'elle t'a tout raconté. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire il y a des années. Arrêter de le protéger en gardant le silence. Il perdra tout. Il m'a tout volé en premier. Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Alors, je sais. Fais ce que tu as à faire. Je te soutiendrai cette fois. Je te le promets. J'ai failli rire. Il est un peu tard pour les promesses, maman. Je le sais aussi. J'ai raccroché. 28 février 2026. Terry a envoyé 3 lettres certifiées. 2, Bureau de l'intégrité des admissions de l'Université de Yale, RE, admission frauduleuse, Rebecca Winfrey, promotion 2020.AU Bureau des affaires professorales de l'Université de Columbia, RE, violation de l'éthique, professeur Christopher Winfrey.AU Procureur général, RE, enquête sur la fraude académique. Rebecca et moi nous sommes assises dans le bureau de Terry et l'avons regardé sceller les enveloppes. Il n'est plus possible de revenir en arrière, a déclaré Rebecca. Nous aurions dû le faire il y a 8 ans, ai-je dit. Tu ne le savais pas il y a 8 ans, mais tu en as profité il y a 8 ans, et je le paie maintenant. Nous le payons tous les deux. J'ai traversé la table et posé ma main sur le premier contact physique de Rebecca en 6 ans. Ensemble, ai-je demandé. Elle pleurait. Ensemble, les choses sont allées plus vite que je ne l'avais prévu. Le 3 mars. Yale a envoyé un accusé de réception officielle. La plainte a été reçue en cours d'examen par le Bureau de l'intégrité des admissions. 5 mars. Columbia a reçu sa plainte. Réponse similaire. Le 6 mars. Mon père a appelé Rebecca 14 fois. Elle n'a pas répondu. Il a laissé un message vocal. Quoi que tu penses faire, arrête. Tu es en train de détruire cette famille. Appelle-moi. Rebecca m'a envoyé l'enregistrement. Je l'ai écouté une fois. Je l'ai effacé. Le 7 mars, papa s'est présenté à mon université. Jerry m'a appelé de la réception. Docteur Winfrey. Il y a un homme ici qui demande à vous voir. Il dit qu'il est votre père. Dois-je le faire? Je descends. Je l'ai trouvé dans le hall, c'était la première fois que je le voyais en 6 ans. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte, ou peut-être que j'avais simplement grandi. Hélène, dit-il. Il faut qu'on parle de ce malentendu. Les étudiants regardaient, les professeurs s'arrêtaient dans le couloir. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit clairement. Vous avez commis une fraude, plusieurs délits. Nous avons des preuves. Des preuves que vous avez obtenues en pénétrant dans mes dossiers privés. Rebecca a eu la permission de nettoyer votre bureau. Elle a trouvé des documents que vous auriez dû détruire. C'est de votre faute. Tu fais ça pour te venger. Après tout ce que je t'ai donné?
Vous m'avez donné la honte, ai-je dit. Ma voix a traversé le hall. Je le voulais aussi. Tu as volé mon acceptation et tu l'as donnée à Rebecca pour qu'elle l'utilise comme une arme contre moi. Maintenant, nous la reprenons. Jerry s'est avancé. Monsieur, vous devez partir. Papa l'a ignoré et m'a regardé. Tu as toujours été le plus vindicatif. C'est pour ça que tu n'as jamais été à ta place à Yale. J'ai souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'avais ma place à Yale. Ils m'ont accepté. Une bourse complète. Tu l'as effacée. C'est littéralement le problème. Monsieur, Jerry était physiquement entre nous maintenant. J'ai besoin que vous partiez. Maintenant. Alors que la sécurité l'escortait vers la sortie, papa a crié, vous allez le regretter. Tous les deux. Je l'ai poursuivi, assez fort pour que tout le hall l'entende. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir connu la vérité plus tôt. Un étudiant à côté de moi a chuchoté, Docteur Winfrey, vous allez bien? Oui, ai-je répondu. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. Le 9 mars, l'Université de Columbia a placé mon père en congé administratif immédiat dans l'attente d'une enquête approfondie. Ses cours ont été réaffectés. Il n'a plus accès au campus. J'ai reçu un courriel de l'enquêteur de Columbia. Docteur Winfrey, nous enquêtons sur les allégations concernant le professeur Christopher Winfrey. En tant que victime présumée, nous vous demandons de coopérer à la procédure d'entretien. Nous prenons l'intégrité académique au sérieux. Nous vous remercions d'avoir porté cette affaire à notre attention. J'ai imprimé ce courriel et l'ai ajouté à mon dossier de plus en plus volumineux intitulé « Reçu ». Le 11 mars, Yale a envoyé une lettre à Rebecca, avec copie à Terry et moi. Après une enquête préliminaire, nous avons trouvé des preuves suffisantes de fraude à l'admission. Votre admission en 2018 est rétroactivement invalidée. Le diplôme de master est conféré. L'admission de mai 2020 est en cours d'examen en vue d'une révocation, dans l'attente d'une enquête complète. Vous avez 30 jours pour répondre. Rebecca me l'a fait parvenir avec une seule ligne. C'est fait. Je l'ai appelé. Comment vous sentez-vous? Plus légère. Terrifiée. Je ne sais pas. Et toi? Vaincue. Et triste. Nous aurions dû être là ensemble. Légitimement. Y serais-tu allé? Si tu avais reçu la lettre en 2018? J'ai réfléchi à cette question. Je ne sais pas. Peut-être pas. J'étais heureuse de mon choix. C'est ce qui rend la situation pire, dit Rebecca à voix basse. Papa ne t'a pas seulement volé ton acceptation. Il a volé ton choix. Le 12 mars. La chronique de l'enseignement supérieur publie un article. Columbia professor accused of stealing Dr. Yale acceptance. Giving to twin sister, un professeur de Columbia accusé d'avoir volé l'acceptation de sa fille à Yale et de l'avoir donnée à sa sœur jumelle. L'histoire est devenue virale dans les cercles universitaires en quelques heures, puis les médias grand public l'ont reprise. Mon téléphone a explosé de messages. Des journalistes. D'anciens collègues. Des étudiants. Des inconnus. Un message est sorti du lot. Celui de mon ancien mentor de l'université communautaire, j'ai toujours su que tu étais extraordinaire. Je suis désolé qu'il ait fallu cela pour que le monde s'en aperçoive. Je suis fier de toi. J'ai pleuré en lisant cela. Le 14 mars, l'avocat de papa a envoyé à Terry un courriel proposant un règlement, confidentiel, sans reconnaissance de faute, avec une compensation financière substantielle, sans accord de confidentialité. Terry nous l'a transmis. Est ma réponse? Dites-lui non. Cela se termine publiquement ou pas du tout. Le bilan institutionnel a été lent mais complet. Columbia a publié une déclaration. Le professeur Winfrey a été suspendu sans salaire, en attendant la fin de l'enquête éthique. Nous prenons les allégations de fraude académique avec le plus grand sérieux. Yale a publié la sienne. Nous avons invalidé l'admission de 2018 en question et examinons le statut du diplôme. Nous avons également renforcé nos protocoles de vérification pour éviter des fraudes similaires. Les sections de commentaires ont explosé. Certains nous ont soutenus. D'autres nous ont traités de vindicatifs.
Certains ont dit que Rebecca était autant une victime que moi. Certains nous reprochaient à tous les deux d'avoir détruit notre père. J'ai arrêté de lire les commentaires après le premier jour, le 15 mars 2026, mon 31e anniversaire. Je l'ai passé à rencontrer Terry, à répondre aux questions des enquêteurs de Columbia et à essayer de maintenir un semblant de travail normal. Ce soir-là, Jordan est venu avec un plat à emporter et un petit gâteau. Joyeux anniversaire, ont-ils dit. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 31 ans et d'avoir son visage partout dans les journaux universitaires? Surréaliste, ai-je admis, mais aussi assez satisfaisant. Ça va? Je pense que oui. C'est bizarre. Il y a 6 ans, je suis partie en pensant que je ne reverrais jamais ma famille. Maintenant, je suis ici. Et ce sont eux qui ont tout perdu. C'est ce que tu voulais? J'y ai réfléchi. Je voulais la vérité. Je voulais qu'il en subisse les conséquences. J'ai eu les deux. Mais cela ne ramène pas les 6 années qu'il a volées. Ça l'empêche juste de voler celles de quelqu'un d'autre. Jordan m'a embrassé sur le front. Tu as le droit d'avoir des sentiments compliqués à ce sujet. Merci pour la permission, ai-je dit. Mais je souriais point le 20 mars. Le 62e anniversaire de ma mère. J'avais accepté de la voir. Pas à New York. Je ne voulais pas y retourner. Elle a pris l'avion pour Portland à la place. Rebecca l'a accueillie à l'aéroport et l'a amenée à mon appartement. Quand maman est entrée, elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, plus petite. Ou peut-être que j'avais grandi ici aussi. Elle a essayé de me prendre dans ses bras. Je l'ai laissé faire, mais je ne lui ai pas rendu son étreinte. Nous nous sommes assises à ma table à manger, la même table où j'avais étalé toute l'épreuve il y a quelques semaines. Je suis désolée, a dit maman immédiatement, pour tout ça. Pour ne pas l'avoir arrêté, pour ne pas t'avoir protégé, pour ne pas avoir essayé plus fort de te trouver. D'accord, ai-je dit, j'ai demandé le divorce le mois dernier, ce sera définitif en août. Ok, Hélène, je sais que je ne mérite pas le pardon. Tu as raison, tu ne le mérites pas. Maman a tressailli. Rebecca avait l'air mal à l'aise. J'ai continué, mais je suis là, c'est un début. Je ne peux rien promettre d'autre. Nous avons passé la soirée à regarder de vieilles photos que maman avait apportées, des photos de Rebecca et moi quand nous étions enfants, avant que papa ne nous transforme en concurrentes. Nous avions des sourires identiques, des bras autour de l'autre, vraiment heureuses. Vous étiez les meilleurs amis du monde, dit maman. Nous l'étions, dit Rebecca à voix basse. Pouvez-vous le redevenir, demande maman. J'y regarde ma sœur jumelle. Je ne sais pas. Ce sont des personnes différentes maintenant, mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Rebecca a acquiescé. Ce n'était pas une fin heureuse, mais c'était honnête. 28 mars 2026. Fin de soirée de mars, température anormalement élevée pour Portland. Mon appartement était plein de monde. Claire était là. L'infirmière qui était devenue l'une de mes amies les plus proches au cours des dernières années. Jordan cuisinait dans ma cuisine. Terry Morrison est venu pendant 1 heure pour faire le point sur l'affaire. L'enquête de Columbia se poursuivait, le licenciement de papa semblait probable d'ici l'été, et Rebecca était là. Elle est restée à Portland le mois dernier, mettant de l'ordre dans sa vie après l'invalidation de son diplôme par Yale. Elle s'était inscrite au Portland Community College pour la rentrée, travaillait à temps partiel dans un café tout en réfléchissant à la suite des événements. Pour repartir à zéro, pour la vérité, pour Hélène, qui m'a montré à quoi ressemblait la vraie force. À Hélène, tout le monde l'a répété. J'ai croisé le regard de Rebecca à l'autre bout de la table, un petit signe de tête, pas complètement guéri, mais guéri. Dehors, la pluie de printemps du Portland s'est mise à tomber, douce. Le genre de pluie qui fait pousser les choses. Mon téléphone a sonné. Un texto d'un ancien étudiant. J'ai vu votre nom aux nouvelles, Dr Winfrey. Je voulais juste vous dire que vous avez toujours été la personne la plus courageuse que je connaisse. Merci de nous montrer à quoi ressemble l'intégrité. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de moi. J'ai regardé les gens qui avaient choisi d'être ici. À la sœur qui a préféré la vérité au confort. La vie que j'avais construite alors qu'on me disait que j'étais un raté. Mon père était en train de tout perdre. Son travail, sa réputation,
probablement sa liberté. Mais j'avais déjà gagné. Pas en le détruisant. En construisant quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. En réussissant si indéniablement que son récit à mon sujet s'est effondré sous le poids de la réalité. L'université de proximité n'était pas un échec. C'était une fondation. Et elle n'était pas une réussite. C'était un titre de compétence volé. Construit sur des mensonges. La vraie réussite, c'est celle que l'on construit quand personne ne regarde. Lorsque vous n'avez pas d'autre choix que de faire vos preuves. Quand la seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Je l'ai appris à mes dépens. Ils ont dit que j'étais l'échec. La fille qui a préféré le confort à l'excellence. Qui abandonnait avant même d'avoir commencé. Qui n'avait pas sa place à la table des gens qui réussissaient. En fait, j'ai juste été la première à avoir le courage de partir. En partant, j'ai trouvé quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. La liberté. Et la liberté de définir le succès selon mes propres termes, de construire une vie qui soit la mienne, sans chercher à obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre, de choisir ma famille au lieu d'être piégé par celle dans laquelle je suis né. Mon père m'a volé ma lettre d'acceptation à Yale. Mais il n'a pas pu me voler ce que j'ai construit après avoir quitté ce dîner de Noël. Il n'a pas pu me voler ma licence, obtenu un crédit à la fois alors que tout le monde disait que l'université populaire était une impasse. Et elle n'a pas pu me voler mon master, obtenu le soir tout en travaillant à temps plein. Il n'a pas pu me voler ma carrière, construite étudiant par étudiant, programme par programme, prouvant que les parcours alternatifs ne sont pas de seconde zone. Ils sont simplement différents. Et elle n'a pas pu me voler ma dignité. Elle m'a toujours appartenu. Je devais juste apprendre à la revendiquer. Et il y a 6 ans, je suis sortie dans la neige et j'ai changé de numéro. Le mois dernier, ma sœur m'a apporté la vérité enveloppée dans des morceaux de diplômes déchirés et 47 courriels. Aujourd'hui, je suis doyen associé d'une université qui valorise ce que je fais. Et non mes origines. Je suis doctorante et je fais des recherches sur les filières dont mon père disait qu'elles ne valaient rien. Je figure sur les listes Forbes, sur les scènes des conférences et dans les articles de Chronicle, non pas parce que quelqu'un m'a volé une lettre d'acceptation, mais parce que j'ai mérité chaque étape. Mon père, lui, perd tout ce à quoi il tenait. Position, réputation, autorité, contrôle. Mais j'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. La vengeance ne consiste pas à détruire quelqu'un d'autre. Il s'agit de se construire si complètement que son opinion n'a plus d'importance. Je n'avais pas besoin de détruire mon père. J'avais juste besoin d'exister assez fort pour que tout le monde puisse voir qu'il avait tort, et maintenant c'est le CAS. Je m'appelle Hélène Winfrey. J'ai 31 ans. Il y a 6 ans, mon père m'a traité d'incapable devant 22 personnes et s'attendait à ce que je me rétracte. Au lieu de cela, je suis parti. J'ai construit. J'ai gagné. Pas selon ses conditions, selon les miennes. C'est cette victoire qui compte vraiment. Did anyone else? Well, I was a weird kid and I really liked olives, but I would put the black ones on my fingers and pretend I was a Martians. Near the deer for now? Okay. I'm gonna go get that buck in a bit. Alright, so it says there's squirrels near me. See? I can do that with the green olives too. You know, my mom always had the green olives that were stuffed, so I couldn't do that. But now you got me thinking. You love salty foods? With red pimento? Yeah! I've always really been a Savior girl. Oh, they're finally here. Wow, you guys are twins. Alright. Well, now that you've scared my squirrels away, it's down south from the R in Montos Rest. It's a Freddy Krueger gang. Yeah, they're just pissed because I killed them. Somewhere over here. Alright.
Oh, I want these. Oh, look, a rainbow. All right, any squirrels? You spilled olive juice all over you? No, I'm so sorry, Mia. I was told there would be squirrels here. Now, is this just a happenstance for me, or is this a collective issue for people? Besides Micah, who would I consider the most handsome man in gaming? The most handsome man in all of gaming would be Silas from Love and Deep Space. I'm sorry. Like there's any question or doubt. Ooh, a white-tailed buck. Raccoon. It's a bunny. Western gray squirrel. There's that bunny. Oh, where is it? Oh, he's coming towards me. Where the fuck? There's the jackrabbit. Raccoon. Oh my god, where did that squirrel go? Oh, hey fella. Don't mind me. My dead eye is getting a bit low. Thank you. Look at that. Dante from Devil May Cry. You know what, Mia? He's very Silas coded, but also absolutely. Another fucking bunny. Cool. I have never played it, but I have seen Dante. There's that buck. Raccoon. All right. So this is what we're going to do. I need to find some burbs. I need to make some small game arrows. And then I'm going to finally come back here and I'm going to kick this little squirrel's ass. Where can I find some dukes? Found some. Well, that's not going to work. Take these dukes. You have a type, white hair, blue eyes, demon, dragon. Yeah. I don't like blue eyes. No blue eyes. No thank you. But otherwise, that's a duck feather. There's the flight feather. Alright. See if I can find some more dukes. Oh, it's Bullrush.
That's my pump action. I don't need that. You also love a good redhead. Eye color is irrelevant. Redhead men are just... I also love a good Ginge. However, in fiction, if he's got white hair and red eyes, I'm immediately sold. If he's got white hair, I'm immediately sold. I can never keep my dead eye full, can I now? Yeah, sure, do that. Just go ahead and do that. Do. Gotta find me some. Look at him just kind of skirty away. It's a mangy skunk? Oh, hold on. You bitch. Fuck. See if I can shoot it still. Nope. Didn't get it. I got shit aim. What are you talking about? Guys, look at how rich I am. I'm rich as fuck. We're gonna have a big cooked meal. Oh, shit. Little bitches. Oh, I didn't mean to eat that. That's fine, too. Watch out for wolves. Thank you. Can you borrow 10? You have a pizza coming. Absolutely. I'm mentally giving you $10 right now. Used to be big into anime. Somewhere along the way you stopped watching. So for me, I never really watched anime growing up as a kid because of my mother being very controlling and just a BDB. But I always loved it. And now in my adult life, I have gotten back into it all.